Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce premier point lecture de l'année 2024. Du coup sur ce mois de janvier j'ai fait 8 lectures, donc je trouve que j'ai quand même bien commencé cette année, je suis contente de ce que j'ai pu lire. Et du coup sur ces 8 lectures il y a eu un coup de cœur et tout le reste ça a été des très bonnes lectures. Et du coup il n'y a pas de déception pour ce mois, donc c'est parti, je vous présente tout ça plus en détail. On va directement commencer avec mon coup de cœur. Je me décale du coup un chouïa pour pas vous mettre la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Il s'agit de Instinct primaire, Je brûlerai ton armure de Lotte Sardane aux éditions Rival. Donc je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse car franchement ça a été une très bonne découverte. Ici on suit Rika qui, on va dire, se retrouve dans une situation pas terrible. Elle est accusée de meurtre et en plus de ça, elle se retrouve sur le vaisseau d'un alien, voilà, qui est assez, on va dire, grognon et qui a des caractères un peu, qui peut être imprévisible par instant. Donc elle va devoir apprendre à gérer avec ça, tout en sachant que elle va devoir survivre à différentes péripéties et au fur et à mesure de l'histoire, il se pourrait bien qu'elle se prenne d'amitié, voire même plus envers cet alien. Voilà pour le résumé. Pour moi donc ça a été un énorme coup de cœur. J'ai trouvé l'histoire époustouflante. Alors pour moi, franchement, dès les premières lignes, j'ai été captivée par cet univers. On suit à la fois donc le point de vue de l'alien qui s'appelle Ren et de Rika. Donc on voit un peu ce qui se passe pour les deux. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, Rika, tout ce qu'elle pensait. Et puis surtout découvrir au fur et à mesure cet alien d'une manière différente. Alors au départ, on se dit oui qu'il est un peu prévisible tout ça. Et au fur et à mesure, il va changer, évoluer. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors aussi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce mélange entre la science-fiction, car clairement, c'est une histoire qui se passe dans l'espace, à travers différentes galaxies, dans des vaisseaux. C'est vraiment clairement de la science-fiction. Et là, on y inclut la romance qui vient gentiment. Et je trouve que ça prend pas... L'un et l'autre des styles ne dominent pas l'autre, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que je trouvais que la romance ne dominait pas tout, qu'on en oubliait tout le reste, au contraire. Les deux styles là sont vraiment bien dosés et on a autant de science-fiction que de romance. Donc, et même pour la romance, je trouve qu'elle est tellement bien faite que tout par moments j'en voulais plus. Il y avait des scènes qui étaient décrites et je me disais mais purée mais vas-y. Je pense que j'ai jamais... Ça faisait un moment que j'avais plus été comme ça pendant une romance, donc vraiment j'ai adoré. L'univers, comme je vous disais, pour moi ça a été ouf, mais vraiment génial, et les personnages sont prenants. Et comment vous dire, mais j'ai fangirlé à mort sur Ren. Alors franchement, ça m'était plus arrivé depuis un moment. Je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avec Sorcery of Tales, que j'avais fangirlé sur Silas, je sais jamais comment on le prononce. Mais voilà, ça m'était plus arrivé depuis un moment, mais là, j'ai fangirlé à mort sur Ren. Chaque fois qu'il y avait Ren, j'étais là, oh Ren, voilà, j'en pouvais plus. Mais vraiment j'ai adoré le personnage de Ren, comme il était décrit, ses caractéristiques physiques, surtout son panache. Voilà, si vous lisez, vous saurez ce qu'est le panache, mais ça m'a trop fait rire au début, et puis après, j'ai adoré. L'histoire, il y a quand même des rebondissements, on va dire, tout au long du récit, il va arriver différentes péripéties à nos protagonistes, et ils vont devoir se sortir de là. Et on a aussi tout au long de l'histoire, on fait des nouvelles découvertes, tout ça, donc c'est toujours très intéressant. Moi je voulais à tout prix qu'on ça à la suite, en fait je voulais pas lâcher ce livre. Et comme je vous ai dit, un point qui m'a beaucoup plu, c'est l'évolution des personnages. Car on trouve Rika au départ qui est peut-être un peu plus dans une petite fille, on va dire, une fille qui n'est pas encore tout à fait à l'âge adulte. Et au fur et à mesure de l'histoire, on la voit devenir une femme. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et au contraire, au niveau de Ren, eh bien, comme je vous dis, c'est un alien, il a ses instincts. Et petit à petit, il va, en étant avec Rika, il va commencer à devenir un peu plus humain, s'humaniser, on va dire, à prendre des caractères que de nous. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant que l'un apprenne de l'autre, en fait, et j'ai trouvé que c'était très beau. Donc vraiment, tout mis bout à bout, pour moi, ça ne pouvait être qu'un coup de cœur. Et comme je vous dis, dès le début, je pense que j'ai vu un à deux chapitres, et je me suis dit, mais là, j'ai croché de ouf, et il fallait que je sache la suite, et puis... Cette fin, mais j'ai vraiment adoré et franchement, je regrettais presque de ne pas avoir des pages supplémentaires pour pouvoir rester avec Ren et Erika, mais voilà, c'était une très bonne lecture. Et si vous aimez la science-fiction avec de la romance,
Je ne peux que vous le recommander, je pense que vous allez adorer autant que moi. J'ai également lu Les Saisons de la Tempête, le tome 1 d'El Cosimano aux éditions de Saxus. Là aussi je vous mets la couverture ici, c'est une lecture que j'ai fait en numérique. Ici en fait c'est un livre que j'ai envie de lire depuis bien longtemps car le résumé me faisait très envie. Alors on va suivre les saisons mais qui sont personnifiées, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui représentent l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Et dans ce principe de saison en fait, chaque saison qui arrive va devoir tuer la saison qui est en cours. Donc c'est-à-dire que le printemps va devoir tuer l'hiver, l'été va tuer le printemps et ainsi de suite. Donc là au milieu on va suivre Jack qui est un hiver et qui va tomber amoureux de Fleur qui représente le printemps et qui chaque année doit le tuer. Voilà. Donc c'est vrai que ce speak m'intéressait beaucoup donc je me suis laissée tenter et j'ai enfin lu ce tome 1. Alors je lui ai mis la note de 7 sur 10, donc je vous explique pourquoi. Déjà j'ai trouvé l'univers original et ce qui était sympa c'est qu'on a des reprises de personnages mythologiques là-dedans qui sont insérés et ce qui donne aussi tout un sens au récit. Petit à petit aussi en fil de lecture on va découvrir qu'il y a des complots et des secrets qui ne sont pas révélés aux saisons, que c'est ceux qui dirigent, qui savent des choses mais qu'on ne le révélerait pas et qu'au contraire on leur fait croire certaines choses pour pas justement que tout le système vienne saboter. Les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient attachants, qu'ils avaient des caractères bien différents. Et surtout ce qui était sympa c'est que chaque personnage, je vais réussir à parler, avait un caractère qui était lié à sa saison. Donc on avait un caractère peut-être plus rebelle pour l'automne par exemple, un caractère très décontracté, assez cool pour l'été, et j'en passe. Mais ça j'ai beaucoup apprécié. Le dénouement final, alors, comment vous dire, j'ai trouvé ça vraiment inattendu, je ne m'attendais pas à cela. Je ne savais pas comment ça... tout pourrait s'emboîter, on va dire, et vraiment je n'ai pas vu venir ça, ce qu'il nous a proposé, donc vraiment ça m'a plu. Tout ce que je peux reprocher à ce livre en fait, c'est qu'il y a eu des longueurs, alors tout par moment, nos personnages sont dans des endroits, ils vont devoir voyager d'un endroit à l'autre pour se sauver, et... là par contre j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs et au départ j'ai aussi trouvé quelques problèmes de compréhension. On nous emmène dans cet univers, on nous explique des choses, on ne sait pas vraiment ce que c'est, puis on nous dit juste le mot. Et c'est un peu débrouille-toi avec, voilà, on ne te dira pas plus. Alors que je pense qu'on aurait pu être plus clair dès le départ et ça aurait encore plus permis de rentrer dans l'histoire. Parce que au début on m'expliquait des choses et j'étais un peu larguée, je me disais ouais mais comment est-ce qu'on fait ça? Après ça vient au fur et à mesure mais il y a quand même des éléments, c'est que je me disais on aurait pu nous les expliquer plus tôt. Et ça aurait permis au lecteur de directement savoir où c'est qu'il entrait et de mieux comprendre ce système avec les saisons et comment ce principe de je tue la saison d'avant, comment est-ce qu'elle ressuscite, voilà. Je pense que ça aurait été déjà pas mal et c'est pour ça du coup que j'ai enlevé des points à cette lecture. Sinon, alors ça c'est un tome 1, il y a une suite. Je peux vous dire que en tout cas le tome 1, la fin que vous avez se suffit à elle-même, j'ai envie de vous dire. Moi je pense que je vais quand même lire le tome 2 par curiosité, mais vous n'auriez pas besoin de lire le tome 2 si vous ne souhaitez pas en savoir plus. Mais en tout cas tous les événements du tome 1 sont terminés, donc comme je vous dis le tome 1 se suffira à lui-même. Mais moi j'ai bien aimé cet univers, tout ça, j'ai quand même envie de savoir ce que l'autrice nous réserve pour le tome 2, donc je vais quand même par la suite me lancer dedans. Mais après comme je vous dis, comme c'est des tomes qui ont l'air bien séparés l'un de l'autre, même si je le lis bien plus tard, je pense que ça ne posera pas de soucis. J'ai également lu De lave, de métal et de rage, le tome 1, Les semeurs de mort d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Je vous montre la couverture. Donc je remercie encore les éditions Michel Lafon pour ce service presse. Et du coup, je vous fais un petit résumé. Ici, en fait, on est dans un préquel de la trilogie 200 d'écume et de glace, que j'avais adoré. On se retrouve en pleine guerre entre les sirènes de l'Atlantique et les sirènes scandinaves. Là au milieu nous avons les semeurs de mort qui sont deux sirènes, deux jumeaux et qui font régner la terreur sur le champ de bataille. Et plus en détail on va suivre Victor qui est l'un de ces semeurs de mort, qui est une sirène mâle et qui a eu le privilège de pouvoir accéder à certaines choses que normalement les sirènes mâles n'ont pas le droit. Mais Victor il sait très bien que dès que la guerre sera terminée, tous ces privilèges lui seront enlevés et qu'il redeviendra
l'équivalent des autres sirènes mâles et ça ne lui convient pas. Donc il va faire en sorte en fait d'essayer de pouvoir garder cette liberté qu'il a pu obtenir. Voilà pour le speech. Ici j'ai mis la note de 9 sur 10 à cette lecture. Franchement ça a été un préquel que j'ai trouvé captivant. Et j'ai beaucoup aimé en savoir plus sur Victor en fait et d'autres personnages que l'on rencontre dans l'autre saga du coup. Ça m'a beaucoup plu. Après je pense moi personnellement ce préquel peut être lu indépendamment de l'autre, de 200 d'écumées de glace. Mais je pense que pour vraiment tout comprendre, vous avez meilleur temps déjà de lire 200 d'écumées de glace, la trilogie. Et ensuite de vous lancer dans le préquel pour vraiment tout comprendre vraiment. Et puis pas qu'il y ait de sous-entendu. Donc vraiment moi j'ai adoré. Et après c'est vrai que dans ce tome on en apprend aussi plus sur la condition de vie des sirènes mâles, ce qui est peut-être pas trop expliqué dans l'autre trilogie. Et surtout, on en apprend plus sur les sirènes scandinaves, ce que j'ai trouvé très intéressant, et sur leurs fameux marquages et leurs traditions, donc ça c'était vraiment très intéressant. La plume est fluide et en plus nous avons un glossaire à la fin, avec des mots en islandais, ainsi que les marquages en fait et les poires qui confèrent aux sirènes qui sont marquées par tel animal marin. Et après, le dénouement final, comme ça se termine, déjà j'ai été hypée tout du long, j'ai vraiment aimé cette histoire. Et le dénouement final, en fait, comme ça se termine, j'ai adoré, ça me donne juste envie d'avoir le tome 2 et de me le bouffer, quoi, tout simplement. Ici, alors c'est des tomes qui sont plus petits que l'autre trilogie. On est sur une lecture qui fait environ 200 pages, c'est écrit quand même assez petit, assez serré. Je vais vous montrer un début de chapitre. Voilà, vous voyez, on a les mêmes entailles que chapitre que pour 200 d'écumées de glace. Et moi, ce que j'ai bien aimé, je sais pas si je vais vous en trouver un. Voilà, ça, vous voyez, des fois on a des petits ors comme ça au milieu des paragraphes, donc ça c'est vraiment sympa. Donc comme je vous dis, ça a été une très bonne lecture. Je n'ai pas atteint le stade du coup de cœur, mais j'ai été contente de retrouver cet univers et d'en savoir plus sur Victor et justement tout ce qui s'est passé avant l'autre trilogie. Et maintenant j'ai juste hâte de lire ce tome 2 qui devrait sortir si mes souvenirs sont bons. J'ai vu une publication et normalement il sort en février, début février même. Donc je me réjouis de la découvrir tout prochainement. J'ai également lu L'homme sans sommeil de Antonio Lanzetta aux éditions Mera. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Je remercie encore la maison d'édition pour m'avoir de ce service presse. Et ici on va suivre Bruno. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et Bruno est dans un orphelinat où c'est qu'il subit les mauvais traitements de ses camarades. Et l'été, chaque fois, des personnes des environs viennent prendre les orphelins pour les faire travailler. Il sera donc envoyé dans la maison des Aloya avec son ami Nino. C'est une famille riche des environs et il va devoir effectuer différents travaux dans la demeure. Là-bas, il va également rencontrer la fille des Aloya avec qui il va sympathiser. Et petit à petit, on va dire, des choses étranges vont commencer à se passer, dont notamment des meurtres. Et la vie que Bruno pensait être assez calme dans cette maison va petit à petit virer au cauchemar. Voilà, pour le résumé. Alors c'est une lecture, j'ai mis la note de 8 sur 10. J'ai trouvé le roman prenant. On est clairement dans un thriller avec du paranormal, ce que j'aime beaucoup. Et comme je vous dis, il y a des moments, j'avais un peu froid dans le dos parce que je lisais, bien entendu, moi je lis beaucoup le soir. Alors j'étais dans mon lit juste avec ma petite lampe de chevet et il y avait des passages quand même qui me faisaient froid dans le dos quand on nous les décrivait, quand on disait ce qui se passait. Donc franchement ça j'ai beaucoup aimé, vous savez, moi j'aime bien un peu avoir peur. Ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'était qu'il y a des passages qu'on nous décrit qu'on ne sait pas si on est dans la réalité ou dans l'illusion. On ne sait pas si Bruno voit vraiment tout ce qu'il dit, si ça c'est réel, ou si c'est lui qui se l'imagine et en fait les gens le voient et ils se disent mais cet enfant a un problème en fait. C'est ça que j'ai aussi trouvé sympathique. Et on a aussi des passages entre la réalité, entre le passé et le présent. En fait, on va suivre Bruno quand il est adulte, en fait même à une personne âgée, on va le suivre à ce moment-là. Et on va revenir également dans le passé quand il était enfant et on suit en fait ces deux Bruno. On voit son évolution, on voit aussi les menaces auxquelles il doit faire face dans le présent, on va dire quand il est plus vieux. Et aussi vraiment, il y a des fois il refait des allusions à ce qui s'est passé dans le passé et ça permet de mieux comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Donc ça c'était aussi une notion que j'ai trouvé sympathique d'aborder comme ça dans ce roman. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai frissonné plusieurs fois. Il y avait des bons rebondissements
Et le dénouement final, il était juste renversant. Alors franchement, cette fin, je m'attendais pas à ça, et puis c'était vraiment... ça laisse sur une note d'angoisse, tout simplement. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, c'est cette atmosphère paranormale, en fait, qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, qu'on ne sait pas ce que Bruno il s'imagine, donc ça m'a vraiment plu. Après, j'ai enlevé quelques points, en fait, parce que j'ai été perdue par moments. Quand l'auteur commence à partir dans ses illusions, en fait, par moments, on se retrouve perdu, on ne sait plus où on est, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Bruno, après, il se réveille à un endroit à un moment donné, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé. Donc là, ça m'a porté un peu... Je me suis retrouvée un peu perdue des fois dans ces moments-là. Et ça m'a porté une certaine confusion, j'ai envie de vous dire, pour me remettre ensuite dans le roman. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé un peu des points. Mais c'est une très bonne lecture, je pense que c'est un thriller qui plaira aux amateurs du style. Et surtout, moi j'ai beaucoup aimé avec cette notion de paranormal, tout ça. Si vous avez envie d'un peu frissonner, je pense que ça vous plaira. En tout cas, ça a été une très bonne lecture. Je voulais connaître la suite et arriver au fin mot de l'histoire. Et je n'ai pas été déçue sur ce point, donc vraiment je vous la recommande. J'ai également lu L'appel du collier de Alice Dumas aux éditions La Grande Vague. Je vous montre la couverture. Et pour le résumer, en fait, ici on suit Juliette qui a été surprise en flagrant délit d'école buissonnière. Et pour se faire punir, en fait, elle va devoir participer au club d'archéologie de son établissement. Et durant des fouilles, elle va découvrir un mystérieux collier. Et suite à cela, elle va rencontrer Akiane, qui est une jeune fille de la période de l'âge de bronze. Et elle va découvrir aussi tous les mystères qui sont liés à cette jeune fille de l'âge de bronze. Voilà. Du coup, je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Je sais plus si je l'ai dit, des fois j'ai la mémoire courte. Alors ici, j'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture. J'ai trouvé l'histoire passionnante et j'ai beaucoup aimé passer la transition entre l'âge de bronze et le présent qui est fait. Et surtout découvrir ces deux filles, en fait. On suit à la fois Juliette et Akiane. Et on a leurs deux points de vue, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, j'ai envie de vous dire, c'est d'en apprendre plus sur Akiane, car elle cache bien des secrets et des mystères, et ça sera révélé au fur et à mesure de la lecture. Donc c'était vraiment prenant. La plume était fluide, et j'ai trouvé qu'en plus le roman est assez immersif, car si vous voulez, à la fin de certains chapitres, vous avez déjà des illustrations, si j'en trouve une bien sûr, pour vous montrer, en fait, c'est surtout du point de vue d'Akiane, les éléments de sa réalité. Bien sûr. Ah voilà, voilà par exemple, voilà, là vous avez une illustration. Et sur certaines fins de chapitres d'Akiane, vous avez également un QR code qui vous emmène vers des musiques qui font un peu d'époque, j'ai envie de vous dire, et qui vous plongeront un peu dans cet univers de l'âge de bronze. Donc c'est vraiment sympathique comme c'est fait au niveau de l'immersion. La double narration aussi amène du dynamisme et permet d'en apprendre plus sur nos deux protagonistes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste enlevé quelques points parce que j'ai eu du mal avec le style d'écriture qu'on utilise pour Akiane. Alors, vraiment, le style d'écriture essaye de montrer une jeune fille de l'âge de bronze, comment ce qu'elle pensait. Elle pensait pas comme une jeune fille de maintenant. Et c'était bien fait, mais c'est vrai que des fois, quand elle pensait des trucs, je devais relire plusieurs fois pour vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire, et c'est un peu à ce niveau-là que j'ai du mal. En tout cas, plus au début, au niveau des premiers chapitres, qui a fait me faire à ce style d'écriture. Et après, ça allait tout seul. Mais c'est vrai que j'ai un peu eu du mal avec ça, mais sinon, c'est une très bonne lecture. Je me suis régalée. Et le fameux de l'histoire aussi m'a beaucoup plu. Il y a quand même une pointe de fantastique, on est dans l'historique. Toutes ces choses-là, ça m'a plu. Et en même temps, on reste dans un style qui est très jeunesse. Donc ça, c'est une lecture qui est notée qu'à partir de 12 ans. Donc voilà, si vous avez un ado qui ne sait pas quoi lire, je pense que s'il cherche quelque chose avec un peu de fantastique, une lecture avec du mystère, ça pourrait lui plaire. En plus, c'est un livre qui n'est pas trop long. Il fait... Alors, attendez. Il fait 118 pages environ. Et c'est écrit quand même assez grand, assez aéré. Regardez, je vous montre en tête de chapitre. Moi, pour vous dire, en fait, j'étais tellement prise dedans, en une journée, je l'ai bouffé. Donc, voilà. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture et tout ce qui est proposé. Donc, vraiment, je pense que ça peut plaire à des ados, et que si comme moi vous aimez aussi tout ce qui est fantastique et que vous avez envie d'une lecture plus jeunesse, je pense que ça pourra vous plaire également. Donc
Je remercie encore l'autrice pour cette magnifique découverte. J'ai également lu Accord corrompu, le tome 2, Rêve d'envol de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Voilà, je vous montre la couverture. Ici, je vais vous faire un bref résumé du tome 1, bien entendu, je ne vais pas vous spoiler celui-ci. On naît dans un univers, si vous voulez, où il y a deux mondes. D'un côté, vous avez un monde où il fait très chaud, Osolis, et en face, vous avez un monde de glace où il fait donc très froid, Glacium. Ces deux mondes ne s'entendent pas vraiment. Ils sont reliés entre eux par une espèce d'escalier qui va d'un à l'autre. Et du coup, nous, on va suivre Olina, qui est la future Tatuma, je sais plus quand, Tatuma, de Solis. Donc, c'est la future reine. Sauf que depuis qu'elle est toute petite, on l'a toujours forcée à se voiler, à ne pas montrer son visage. Et sa mère est assez méchante avec elle. Va arriver ensuite une délégation de Glacium. Et avec elle, le prince de Glacium va venir. Olina ressent des émotions pour ce prince. Sauf qu'un événement dramatique va se produire. Et Olina va se retrouver du coup à être emmenée par la délégation de Glacium sur Glacium pour être présentée au roi. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, je n'aimerais pas vous spoiler, je m'arrête là, j'espère que le résumé sera quand même assez clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, dans la barre d'infos, vous avez tous les liens, vous avez juste à aller sur le lien, vous aurez un résumé plus complet et peut-être plus détaillé que le mien. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de vous spoiler, de vous faire que j'ai envie que vous découvriez le reste, c'est plus simple. Alors ici, on est sur une lecture qui a mis 7 sur 10. On est sur une suite qui est addictive, avec des révélations haletantes, j'ai trouvé, et beaucoup de rebondissements. On découvre aussi des nouveaux personnages qui sont vraiment attachants et que j'ai beaucoup aimé. Alors après, c'est vrai qu'ils sont plusieurs, un certain nombre, et qu'il m'a fallu quand même un petit moment pour bien différencier qui était qui, mais ils sont vraiment attachants et vraiment c'est agréable de les suivre tout au long de ce tome. La plume, elle est fluide, c'est toujours agréable à lire. Et il y a toujours autant de péripéties qui vont arriver à Olina tout au long de ce tome. L'univers, il est incroyable. Et là, on est toujours plutôt du côté de Glacium. Donc on en apprend un peu plus sur Glacium. Mais dans le tome 1, on a plus eu le côté Glacium avec son château, le côté riche. Là, on va plutôt partir dans le Glacium qui est plus pauvre. Et voir comment ça se déroule pour les personnes qui vivent là-bas. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, on découvre les coutumes. Et de nouveaux peuples aussi dans ce tome, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, pour pas vous gâcher la surprise. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu moins intéressant, on va dire, c'est au début. Olina va devoir réaliser des combats, en fait. Et tout ce qui entourait cet univers de combat, tout ça, qui se passe peut-être dans les 50 premières pages, j'étais moins hypée par tout ça. Mais, comme je vous dis, je pense que ça dure une cinquantaine de pages. Après, on commence à mieux s'attacher au personnage, donc ça passe mieux déjà. Et il se passe plus de rebondissements. Donc pour moi, ça l'a fait. Et ensuite, on revient vraiment dans toutes ces péripéties, toutes ces choses-là. Et j'ai adoré. J'ai adoré tout ce dénouement, tout ce qui s'y passe, les nouveautés que l'autrice nous propose. Et ce tome, en fait, se termine vraiment. Il y a à nouveau une nouvelle menace qui se profile à l'horizon. Donc j'ai juste hâte de lire la suite. Ici, on est sur une lecture qui fait un peu plus de 350 pages. On est sur c'est un livre qui est quand même assez grand et assez aéré. Voilà, je vous montre les entêtes de chapitre. Regardez, c'est magnifique avec ses flocons. Et voilà, donc pour moi, ça l'a fait. C'était une bonne lecture et franchement, j'ai hâte de lire la suite, le tome 3. Et de découvrir ce qui va arriver à Olina et aux autres protagonistes de cette histoire. J'ai également lu Les Féeries d'Eshad de Cindy Van Wilder Zanetti aux éditions Scrinéo. Je vous mets la couverture ici car c'était une lecture en numérique. Du coup ici on va suivre... Alors, on va déjà mettre les choses dans leur contexte. On est dans un univers où d'un côté on a les férus de magie et de l'autre les férus de technologie. Ils ne s'aiment pas énormément, vous vous en doutez. Il y a eu un combat. Les férus de technologie ont gagné. Ils ont asservi donc ceux qui étaient férus de magie. Et toutes les personnes férues de magie, en fait, se sont retrouvées avec des dettes à devoir payer. Donc, ils doivent travailler pour leurs adversaires pour pas rembourser ces dettes. Et du coup, là, on va suivre Arazia, qui travaille dans un cirque
dont le but c'est de créer de somptueux spectacles avec les êtres de magie. Et elle va arriver dans la période où il va y avoir les féeries des Shades. Ce sont des jeux, un peu comme la Hunger Games, où ceux qui possèdent de la magie peuvent s'inscrire, et celui qui gagnera ces jeux verra sa dette effacée et pourra reprendre une vie en liberté. Donc Arazia, en fait, c'était pas son but de participer aux féeries des Shades, sauf qu'il y a un élément qui va mal tourner. Elle va se retrouver du coup à devoir aller au manoir des... je sais plus comment le nom, des Haringwood, pour participer aux féeries des Shades. Et là, elle va découvrir en fait la face cachée de ces jeux. Voilà pour le résumé. Je remercie du coup la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. J'ai mis la note de 7 sur 10 à cette lecture. J'ai trouvé l'univers vraiment original. Et j'ai vraiment trouvé les personnages atypiques et non genrés, ce qui était agréable en fait. C'est qu'on a des personnages un peu vraiment de toute origine. Et pour certains des personnages non genrés comme je vous disais, donc j'ai vraiment apprécié cela, que dans un univers comme ceci on ait cette ouverture d'esprit justement, c'était agréable. L'intrigue était prenante et j'aimais beaucoup ce mélange de magie et technologie comme c'était expliqué. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est qu'on se retrouve également par la suite dans d'autres dimensions, ce qui était intéressant. La plume était fluide. Ça se lisait tout seul, j'ai envie de vous dire. Après, je tiens juste à vous mettre en garde, attention. Comme on parle des féeries des Shades, on vous vend un peu un Hunger Games. Surtout à travers ce concept de jeu, tout ça. Alors ne vous attendez pas à tomber sur... à avoir beaucoup de points avec ces jeux, j'ai envie de vous dire. Car vous risquez d'être déçus. En fait, il vaut mieux partir du principe en fait, que les jeux sont une toute petite partie de ce monde. On en parle beaucoup. Mais vous n'en verrez pas grand chose, et au contraire ce que vous verrez plus c'est ce qui se cache derrière, toutes ces origines, pourquoi est-ce qu'on a lancé ça, ces choses là, c'est plus les secrets qu'il y a autour que le jeu en lui-même que vous verrez. Voilà, donc vraiment partez du principe en lisant cette lecture de ne pas, n'essayez pas de vous dire ah ça va être un Hunger Games, il va y avoir des rebondissements tout ça, oui certes il y en a, mais c'est pas lié au jeu. Voilà, je tiens à vous arrêter à ce niveau-là parce que je pense que certains ils vont lire ça, ils vont se dire ah ça ressemble à Hunger Games, il y a des jeux, on va partir sur ces jeux, ça va être vraiment un truc où ça va dégommer. Et en fait non, les jeux sont une toute petite partie qui est beaucoup citée mais dont on voit très peu d'éléments. C'est tout ce qu'il y a autour que vous allez plutôt voir. Voilà, partez de ce principe et moi je m'arrête là pour ne pas vous spoiler, mais juste attention. Après, comme je vous dis, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment beaucoup de révélations qui sont faites, on a une histoire qui est prenante et ça m'a beaucoup plu. Après, pourquoi j'ai enlevé des points, c'est parce que j'ai eu un peu plus de mal à entrer dans l'univers et aussi parce que j'ai trouvé que certaines choses, il y avait quelques facilités qui étaient prises pour certains dénouements, tout ça, que je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. C'est juste pour ça que j'ai enlevé des points à cette lecture, mais sinon je l'ai trouvé très agréable. Comme je vous dis, moi je l'ai vraiment enchaîné, je voulais connaître la suite, savoir ce qu'allait arriver à notre protagoniste et à ses amis, savoir comme tout cela allait se terminer, comme dans ce monde où justement la magie, la technologie s'opposent, et pour moi ça l'a fait, voilà. Donc c'était une très bonne lecture et je pense que si vous aimez un peu tout ce qui est fantastique, fantasy, avec un peu, je dirais, de la science-fiction, vu qu'on part dans d'autres dimensions, des choses comme ça peut vous plaire. Et comme je vous dis, les personnages, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et c'était une très bonne lecture et je remercie encore la maison d'édition de m'avoir fait confiance pour, du coup, chroniquer ce livre. Et ma dernière lecture de ce mois, ça a été Cendre, de Marine Kalada, et c'est publié chez Bod, donc Book on Demand. Et voilà, je vous montre la couverture. Ici, on va suivre Fez. J'ai un doute sur la prononciation si c'est Fez ou Fez. Moi, je l'ai appelé Fez, voilà, parce que vous savez que l'anglais, c'est pas mon fort. On suit Fez, qui a 18 ans, qu'on va dire qu'au lycée c'est pas vraiment ça. Elle est un peu harcelée par une bande de jeunes. Et pour se changer les idées, elle décide de partir en week-end au Pays de Galles. Et là-bas, en fait, elle va apprendre une légende qui concerne 2 dragons. Un dragon rouge et un dragon blanc. Cette légende va ensuite commencer à l'obséder. Elle ne sait pas pourquoi.
Et une fois de retour chez elle, ces tortionnaires vont se montrer encore plus infâmes. Mais pourquoi est-ce que tout cela serait lié aux 2 dragons et à cette fameuse légende, et en quoi cela la concerne-t-il? Donc voilà pour le résumé, j'espère que j'ai réussi à vous faire quelque chose qui est assez accrocheur. Mais c'est vraiment, moi en tout cas c'est ce qui m'a vraiment donné envie de le lire, cette histoire de 2 dragons, de légende, Pays de Galles, tout ça, ça m'a fait envie et je voulais découvrir la plume de l'autrice dans un autre genre en fait, sur un autre de ses romans, car moi j'avais lu Dulan, la légende du cavalier sans tête. Voilà, si ça vous rappelle quelque chose, au pire je vous mettrai peut-être dans le petit i mon retour, c'est que j'en parle. Mais je voulais à tout prix découvrir un autre de ses romans, j'ai choisi celui-ci. Donc je remercie encore Bod pour l'envoi de ce service presse du coup. J'ai trouvé l'histoire captivante et j'ai beaucoup aimé les légendes celtiques qu'on nous propose là-dedans, c'était juste incroyable. Et surtout, un livre avec des dragons, j'en lis pas beaucoup, donc ça m'a beaucoup plu de découvrir un peu plus sur cette créature fantastique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est les fameuses transitions qu'on a entre le passé et le présent. Car en fait, on va un peu voyager dans le passé, dans les années 1275 je crois, au Pays de Galles, et on va revenir au présent avec notre protagoniste, mais tous ces éléments sont liés bien entendu. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'est fait, et surtout ce qui est bien c'est que vous ne pouvez pas vous perdre, parce que quand on part dans le passé, l'écriture vient en italique, donc dès que c'est de l'italique, vous savez que vous êtes en 1275, et dès que ça revient normal, et bien vous êtes dans le présent, donc ça c'est vraiment bien fait, vous ne pouvez pas vous perdre à ce niveau-là. Et j'ai trouvé les personnages aussi qui étaient bien travaillés et attachants, franchement. Vous en doutez, au fur et à mesure de l'histoire, on risque d'avoir une romance. Alors, cette romance, moi je l'ai trouvée prenante, franchement. Elle est faite petit à petit, on en découvre un peu plus sur le protagoniste masculin de l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé, tout en même temps que Fez commence à découvrir davantage sur les secrets qui tournent autour des dragons. Donc ça m'a beaucoup plu. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a quand même des rebondissements et des révélations. Mais niveau révélation, l'autrice, elle m'a fait tourner en bourrique. Hein. Alors on sait rapidement qui est le dragon rouge, mais le dragon blanc, son identité reste secrète. Et à un moment donné, on se demande, mais c'est qui? Et alors j'ai plusieurs hypothèses dès le départ. Hein. Et puis l'autrice, elle partait dans les mêmes hypothèses que moi en disant, ah ouais, c'est peut-être lui, ou c'est peut-être elle. Et moi je me disais, mais oui, c'est lui, c'est elle, etc. Et je me disais, je crois que j'ai trouvé juste. Et au final, quand il y a la fameuse révélation, où vous êtes sur le cul, car vous l'aviez pas du tout. Hein. Alors là, j'étais sur le cul, et là, elle m'a bien eu l'autrice, quoi. Franchement, elle m'a vraiment fait tourner en bourrique, j'ai rien vu venir, je me suis retrouvée devant le fait accompli, et je me suis dit, ah ouais, alors ça, je m'y attendais pas. Belle surprise, et puis du coup, bah... ça me donne envie de continuer la suite de l'histoire parce que je ne savais pas ce qui allait arriver, comment ça allait se dérouler, et tous les éléments allaient s'enchaîner en fait. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et en même temps, on est sur une plume qui est fluide et addictive. Alors comment vous dire, dès le départ, j'ai été prise dedans. Après, il y a eu ces fameuses révélations. Je voulais encore plus connaître la suite et je me disais, mais vas-y, enchaîne, vas-y. Et pour vous dire, le soir où il me restait, je crois, 50 pages, je me suis dit non, tu vas pas au lit avant d'avoir fini ce livre. Donc je l'ai fini, j'ai été au lit, il était je sais pas quelle heure, mais j'ai fini ce livre. Et franchement c'était ouf, j'ai adoré, j'ai passé un super moment de lecture. Comme du Lan, en fait, que j'ai été prise dedans. Et là, après avoir eu cette lecture, je pense que durant le courant de l'année, vous verrez passer un autre livre de Marine Kellada, car je veux découvrir un autre de ses romans, et voilà. Et pour moi, ça, je l'ai bouffé, tout simplement. J'ai beaucoup aimé cette notion de fantastique avec les dragons, les légendes qui tournent autour des dragons, les légendes celtiques, c'était intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce côté historique où c'est qu'on revient dans le passé, au Pays de Galles. Donc vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'ai pas eu un coup de cœur, mais il a quand même une bonne note de 9 sur 10, car franchement, je me suis régalée. Ici, on part sur une lecture qui fait un peu plus de 340 pages. C'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Et voilà, rien que pour vous montrer, ici, voilà, vous avez une en-tête de chapitre. Et là, vous avez un chapitre qui se passe dans le passé. Voilà. Donc pour moi, une très bonne lecture et je ne peux que vous la recommander si vous aimez le fantastique et que vous avez envie d'une romance qui va vous... comment dire, qui est assez haletante.
Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé tout simplement. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelle lecture vous avez faite, est-ce que vous avez des coups de cœur, des déceptions. Et comme d'habitude, si vous êtes timide, trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc cette fois on a parlé de Cendre. Voilà, c'est le premier livre que j'ai sous la main. Donc mettez-moi un emoji dragon pour me dire que vous êtes là et que vous avez suivi jusqu'au bout. Sinon, pour les prochaines lectures qui vont arriver, il y aura des services presse bien entendu, car j'ai dit que je... Non, oui, j'ai dit, plutôt vous verrez dans une prochaine vidéo que comme objectif je me suis fixé de restreindre mes services presse, mais il y en a encore plein que je dois vous présenter. Et sinon pour les lectures, eh bien je vais essayer de terminer ma palle de l'hiver pour ensuite me tourner vers ma palle du printemps. Et je souhaite également essayer de commencer le jeu des gommes ma palle 2024 pour essayer d'atteindre mon objectif. Voilà, pour ce qui est de la suite des lectures, je pense que ça fait déjà pas mal pour février. En plus février est un petit mois, donc oui, pas si petit que ça, vu que cette année je crois qu'il y a 29 jours. Donc voilà, on vous verrez le mois prochain du coup ce que j'aurai lu. Et moi je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé ce point lecture, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne et c'est gratuit. Voilà, du coup sur ce je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye.